On s'est toujours basé sur l'introduction au registre de Trois-Rivières, au catalogue des trépassés, pour en faire un peu l'acte de naissance de la ville de Trois-Rivières. Où est-ce qu'on doit se questionner en histoire, c'est qui est l'auteur de ces lignes? Quand on a un document d'archives entre les mains, c'est la première question qu'on se pose. Quel est l'auteur de ces lignes? À qui sert-il? Quel est le message? À qui est-il destiné? C'est ce que ça nous révèle en quelque sorte, parce qu'on voit bien que ce document-là, où est-ce qu'on prépare une introduction exceptionnelle qu'on voit dans aucun autre document, nous livre probablement un message qui a été préparé d'avance. Est-ce que ce message-là occulte d'autres personnes? Est-ce que ce message-là était uniquement a souffert d'une mauvaise lecture? Objectivement, si on regarde l'information dont on dispose au niveau des archives, la Violette n'aurait été qu'un transporteur pour arriver du côté de Trois-Rivières. Il transporte les artisans, transporte les vivres et tous les éléments qui sont nécessaires. C'est les outils, hein, parce qu'on va construire un fort. Donc, c'est lui qui va apporter ces éléments-là à Trois-Rivières. Et c'est tout à fait normal que quelqu'un d'autorité arrive 2 ou 3 jours plus tard. Souvent, c'est comme ça que ça se passe, même du côté de Québec. Quand il y a une reprise de Québec, il faut se rappeler que Champlain ne rentre pas triomphant au début de juillet 1633 à Québec, mais c'est plutôt Théodore Bochart qui va y être et qui va recevoir le fort de Québec avant Samuel de Champlain le lendemain. Donc, c'est dans le même ordre d'idée. Souvent, on a la personne qui agit un petit peu comme lieutenant, qui défriche, qui arrive avant en éclaireur. Et ensuite de ça, on a la personne en autorité qui va suivre. Pour l'historien, il ne fait aucun doute que c'est Bochart qui a été mandaté par Champlain pour construire le fort de Trois-Rivières en 1634. La Violette aurait été son subalterne. Sans doute, Bochart a-t-il participé aux tractations entre Champlain et le chef capitanal pour obtenir l'assentiment des Autochtones. C'est quoi la dynamique qui existe d'échange entre les tribus amérindiennes avant l'arrivée des Européens? Les Amérindiens ont des réseaux d'alliances qui sont très vastes. Ils ont des conflits, ils ont des guerres comme partout ailleurs sur la planète. C'est des peuples qui cohabitent, pacifiquement ou non. Puis l'ampleur de ces réseaux d'échanges-là, aujourd'hui, on se dit, c'est quasiment inimaginable. Là. On reconnaît qu'un gars ou une femme seule ne pouvait pas tout faire. Puis on reconnaît qu'il y a eu des alliances entre les Français. On reconnaît qu'il y a eu des alliances avec les Amérindiens, ce qu'on ne voulait pas faire avant. Si les Amérindiens ne veulent pas qu'on construise une habitation sur les territoires qu'ils occupent, dans leur territoire, on peut le dire comme ça aussi, sur leur territoire, ça ne se fait pas. Si les Français n'avaient pas été en bon lien avec les montagnais, Tadoussac et Québec n'auraient jamais été fondés. S'ils n'avaient pas été en bon terme avec les Micmacs et les Malécites à la police royale non plus, Port-Royal, ça n'aurait jamais été fondé non plus. Ça fait que c'est sûr que s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de fondation qui se fait. Champlain, lui, veut absolument, dès les années 1610, aller explorer Trois-Rivières parce qu'il y a des gens en tête, comme Gravé-du-Pont avant lui, de dire qu'il faut qu'on contrôle ce point-là. Trois-Rivières, c'est un passage. Il dit dès 1603, Trois-Rivières, c'est un lieu de passage. Si on contrôle ce lieu-là, bien, on court-circuite la contrebande qui se fait le long du fleuve, puis on est plus près de nos alliés, on consolide l'alliance. Mais si les alliés disent « tu y vas pas », comme Batiscan a fait en 1610-1611, il dit « tu y vas pas à Trois-Rivières, tu vas pas nulle part ». Ça fait qu'il faut gagner leur confiance, puis éventuellement, on peut s'installer là. Mais c'est pas gagné. On a ce Théodore Bochart-là qui va s'assurer de renouer les liens avec les communautés autochtones. Puis on l'entend parler aussi, parce que dans les relations des Jésuites, on l'entend parler, ce Théodore Bochart-là. Et on réécrit la teneur de ses discours ou des situations dans lesquelles il va se retrouver et des discussions qu'il va avoir avec les chefs autochtones. D'ailleurs, ces chefs autochtones-là vont tellement reconnaître son autorité puis cette égalité entre Autochtones et Français à l'époque, ils vont l'appeler leur frère. Ils vont l'appeler le Puiné. Mon Puiné, ça veut dire mon frère cadet.
Donc, c'est important, cette relation égalitaire-là, que Théodore Bochart va respecter, peut-être plus que tout autre à cette époque-là. Si Bochart se voit confier de telles responsabilités, c'est qu'il est général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France, selon cette commission délivrée par le cardinal de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII. Bochart est alors le bras droit de Samuel de Champlain. On sait que chaque année, Théodore Bochart, en 1634, en 1635, en 1636, il retourne en France à partir du mois d'août, début septembre, pour aller livrer les marchandises, les pelleteries. Il va aussi probablement réparer les bateaux, informer les autorités aussi de ce qui se passe en Nouvelle-France. Et il va revenir ensuite de ça avec les marchandises, etc., pour être capable de faire vivre avec, les différents comptoirs sur le fleuve Saint-Laurent, Tadoussac, Québec, Trois-Rivières. Mais il revient après chaque année pour exercer son autorité. Et ça, le mot « autorité » est extrêmement important. On le retrouve à plusieurs reprises dans les relations des Jésuites, de dire Théodore Bochart a agi avec son autorité. Donc, l'autorité, c'est également celui dont il est investi dans son rôle. Et c'est de cette façon-là que Théodore Bochart ne sera pas constamment à Trois-Rivières, mais il va y être au bon moment, au moment et aux endroits stratégiques. Bochart a donc la tâche de repousser les Anglais, les Hollandais et quelques contrebandiers français qui convoitent le contrôle du commerce des fourrures dans la vallée du Saint-Laurent, dont la Compagnie de la Nouvelle-France détient le monopole. La fourrure, évidemment, au départ, c'est très, très important. Donc, c'était vraiment la chose qui rapportait le plus. Donc, à Tadoussac, c'était l'endroit idéal pour ça. Donc, on installait des postes de traite qui étaient des forts, en quelque sorte. Et puis qu'on faisait des échanges. Et on était sûr, là, qu'on allait rencontrer les bonnes personnes, les Autochtones donc, c'est demeuré un endroit absolument privilégié pour ça. Évidemment, c'était recherché par les Anglais, par les Hollandais, par bien du monde qui voulait éventuellement avoir accès à tout ça. Et donc, il fallait le défendre certainement et il fallait le protéger. Et c'est un peu ça probablement que M. Bochart Duplessis est venu faire. Dire, bien là, on vient asseoir le site parce qu'il y avait eu des événements, donc où on avait perdu la colonie. Et là, on la reprenait. Donc, c'était un endroit absolument important à protéger. Et aussi le passage, disons, dans le secteur où on est plutôt dans Charlevoix, donc aujourd'hui, à partir de l'île aux Coudes, est un secteur maritime dangereux. D'ailleurs, Champlain a nommé le Cap des Tourmentes pour cette raison-là, parce que c'était vraiment un secteur où c'était difficile de passer. Et là-dessus, bien, ils ont pu apprendre avec le temps. Donc, ces marins-là, français, ont appris à fonctionner dans le fleuve. Et même, il y avait un passage qu'on appelait le passage des Français sur le bord de l'île aux Coudes, qui était vraiment identifié. On s'est habitué donc à éviter les problèmes et les écueils. Ils devenaient très aguerris très facilement. Puis on sait que quand ils arrivaient ici, ce type de fleuve-là, il n'y en avait pas en Europe tant que ça. C'était vraiment un fleuve difficile et grand. Donc, c'était très impressionnant pour eux. Et ils ont appris à voyager. Mais par contre, on sait qu'à l'époque, il y a eu quelques naufrages de l'éléphant. C'était un bateau qui s'appelait comme ça. Et donc, on a appris aussi par l'expérience. Il y a eu quelques incidents quand même malheureux.